Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième présentation de la soirée? C'est ce qu'on aime entendre. Alors, pour cette deuxième partie de soirée avec notre troisième présentation, qui va démarrer donc avec Catherine Bérubé, elle fait actuellement une maîtrise en biologie à l'UQAM avec une spécialisation en écologie forestière. Elle est passionnée par l'écologie et elle va nous parler donc de zombies à base de champignons avec une question importante pour moi qui est: est-ce qu'on peut les manger en velouté après? Donc, s'il vous plaît, applaudissements pour Catherine. Allô? Moi, j'ai commencé par une question. Qui, dans la salle à main levée, croit aux zombies? Ah ouais? Plus à quoi je m'attendais. Mais moi aussi, j'y crois. Et mon but, c'est essayer de vous y faire croire aussi à la fin de ma présentation. Et d'ailleurs, si je réussis, je vous invite à aller chercher un drink qui s'appelle le Zombie, qui est très, très bon d'ailleurs. Mais quand je vous parle de zombies, vous pensez sûrement à quelque chose qui ressemble à ça. Ben ça, c'est normal parce que c'est comme ça que tous les films les représentent. Et parlant de films, est-ce qu'à main levée, il y en a qui ont écouté la série The Last of Us ou joué aux jeux vidéo? Cool! Fait que c'est ça. C'est une série qui est basée sur des jeux vidéo. Et dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est un film un peu comme classique des zombies, là, qu'il y a des zombies qui attaquent l'humain. Mais ce qui est différent et qui est intéressant là-dessus, c'est qu'au lieu d'être des zombies, les zombies, c'est des morts vivants, tout ça, ils se basent sur un champignon. Dans le fond, leur zombie, c'est ça. C'est un champignon qui affecte l'humain. Et le champignon est capable de modifier le comportement de l'humain. Et leurs zombies à eux ressemblent plutôt à quelque chose comme ça. Et ils appellent leurs zombies des cordyceps. Et ce qui est intéressant, c'est que le champignon cordyceps, c'est quelque chose de réel qu'on voit dans la nature, mais ça s'appelle des ophiocordyceps. Et c'est la même chose, c'est un champignon qui modifie le comportement, mais pas des humains, bien sûr. Moi, je vais vous parler de celui qui affecte les fourmis, mais ils peuvent affecter aussi les guêpes, par exemple. Donc, on va parler aujourd'hui de démystifier est-ce que le scénario de The Last of Us c'est quelque chose qui est réel. Et bien sûr, la réponse est non. Mais pour vous parler un peu plus de ça, il faut qu'on fasse de la théorie, malheureusement. Donc, la relation qu'on retrouve ici, c'est du parasitisme, que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Le parasitisme, c'est un organisme qui bénéficie d'un autre organisme qu'on appelle un organisme hôte. Il faut que le parasite utilise les nutriments ou l'énergie de l'organisme hôte. Il faut que l'organisme hôte soit impacté négativement. Dans le cas du champignon et de la fourmi, c'est du parasitisme, mais il y a une sous-branche du parasitisme qu'on appelle le neuroparasitisme. Et c'est exactement la même chose. Il y a la relation positive-négative, mais la différence, c'est que le champignon, il modifie le comportement de la fourmi. Donc, on pense un petit peu comme un hacker qui rentre dans le cerveau de la fourmi. Donc, comment ça se passe dans le monde réel? Tu sais, je vous ai dit que c'est un champignon réel. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Dans le fond, par exemple, on a une fourmi saine qui se promène dans la forêt. Le champignon est retrouvé dans les forêts tropicales de la Thaïlande. Donc, notre fourmi est en voyage en Thaïlande et peut être affectée par des spores de champignons. Les spores de champignons, c'est les cellules reproductives des champignons. Donc, s'il y a un spore qui tombe sur la fourmi, il peut rentrer en elle et commencer à germer dans son corps. Et après seulement 15 jours, la fourmi va commencer à éprouver des symptômes comme des tremblements, des convulsions, tout ça. Et 5 jours après ça, la fourmi va être complètement zombie. Et c'est d'ailleurs un phénomène qu'on appelle la zombification. Et la fourmi est complètement aux commandes du champignon. Et son but à ce moment-là, c'est de trouver un emplacement parfait pour le champignon, pour que le champignon puisse grandir. Donc à ce moment-là, la fourmi, elle cherche un endroit chaud, un endroit ensoleillé et un endroit humide pour que le champignon puisse grandir. Puis une fois qu'elle va avoir trouvé cet endroit-là, elle va mordre à la feuille qu'on appelle l'emprise mortelle, et c'est là qu'elle va sceller son destin, elle va décéder pour que le champignon puisse consommer complètement l'intérieur de la fourmi. Et 4 jours plus tard, le champignon va émerger du derrière de la tête de la fourmi sous forme de stroma, qui est la tige du champignon. Et 4 semaines plus tard, le champignon va former un ascome, qui est le fruit du champignon dans lequel on va retrouver les spores. Et quand les conditions vont être propices, l'ascome va se déchirer pour libérer les spores, pour recommencer ce cycle d'infection.
Donc, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et ce qui est fun, un petit fun fact, c'est que les chercheurs, en voyant ça, en cherchant ce phénomène-là dans la nature, ils ont réalisé que toutes les fourmis qui étaient infectées allaient à peu près au même endroit à chaque fois, même si c'était des fourmis différentes. Et ça créait des cimetières de fourmis zombifiées dans la nature. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de fun facts, moi et mes collègues, on a écrit un article là-dessus. J'ai apporté des copies si jamais vous êtes intéressés par ce phénomène-là. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Last of Us. Donc, dans la série, les scientifiques, ils commencent, ils s'assoient et ils parlent de pourquoi est-ce que le champignon est capable d'affecter la fourmi, mais pas l'être humain. Et leur réponse, c'est que la seule raison pourquoi ça ne peut pas infecter l'humain, c'est à cause de la température. Donc, notre température interne est beaucoup plus haute que celle des insectes et le champignon ne pourrait pas survivre dans notre corps. Mais là, il parle de quelque chose que vous connaissez sûrement tous très, très bien, les changements climatiques. Et donc, si la Terre venait à se réchauffer, la température interne du corps des insectes augmenterait parce que les insectes sont des ectothermes, donc leur température interne, c'est la même que celle de l'environnement. Donc, la température interne des insectes augmenterait et donc le champignon il serait poussé à s'adapter ou à muter vers un type de champignon qui est capable de vivre dans des conditions, des températures plus hautes et donc serait capable de nous infecter, nous. Et donc, la série continue et donc la population humaine est presque décimée. Et c'est à votre devoir, ou au devoir de Pedro Pascal dans ce cas-ci, de sauver l'humanité. Et là, on va parler de deux grandes raisons pourquoi tout ça, c'est pas possible. La première étant que la population humaine, on n'a pas tellement besoin de la défendre, comme n'importe quelle autre espèce n'a pas besoin de défendre leur présence sur Terre. Puis tout ça est régulé par la relation prédateur-proie. Et pour vous expliquer ça, on va parler de lapins et de renards. Donc, si par exemple, la population des lapins est très haute, la population des renards, elle va augmenter parce que ils ont plus de nourriture, ils peuvent avoir plus d'enfants, donc la population des renards va augmenter. Mais plus la population des renards augmente, plus la population des lapins diminue, parce qu'il y a plus de renards pour manger les lapins, fait qu'il y a de moins en moins de lapins. Mais là, moins il y a de lapins, moins les renards ont de nourriture, et donc plus les renards meurent, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc, c'est un petit peu cette relation-là, c'est cette relation-là qui régit toutes les interactions biologiques dans le monde, et ça fait en sorte que ça n'atteint jamais zéro. Ça existe, puis on en a parlé, les dinosaures, tout ça, mais il y a des raisons pourquoi ça pourrait arriver, mais cette relation-là fait en sorte qu'il maintient un équilibre dans la nature. Mais même s'il ne pourrait pas décimer la population au complet, est-ce que ça pourrait être vous? Encore une fois, la réponse est non, mais la théorie derrière ça, il faut parler de coévolution. Puis pour vous expliquer ça, on va donner un exemple. Imaginez-vous que vous êtes le meilleur de votre classe à l'école et vous avez toutes les réponses. Sauf que vous avez un collègue qui n'est pas très, très bon, mais il sait que vous êtes très bon. Fait qu'il s'en va vous poser des questions, puis lui, il est avantagé parce que il comprend mieux la matière, mais vous êtes désavantagé parce que vous voulez rester le meilleur de la classe. Fait que là, il vient vous poser des questions, il commence à apprendre à vous connaître, et là vient l'examen, et il s'assoit à côté de vous, et il commence à tricher sur votre copie. Fait que là, vous, ça vous énerve parce que vous voulez rester le meilleur de la classe. Fait que ce que vous faites, c'est que vous changez de place. Comme ça, il arrête de tricher. Sauf que lui, il se dit, si je reste à ma place et je ne suis pas capable de tricher sur vous, il ne va pas passer l'examen, donc il ne peut pas. Fait qu'il change de place avec vous. Et là, ça continue, et là, vous décidez de commencer à écrire vraiment petit, comme ça, il n'est pas capable de lire. Sauf que là, lui, il sort des lunettes. Et ainsi de suite, pour que finalement, il passe son cours, puis vous n'êtes plus le meilleur de la classe. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec le champignon et la fourmi. Le champignon a tellement appris à connaître la fourmi qu'il est devenu pro de la fourmi, et on appelle ça un organisme spécialisé. Il est rendu spécialisé à la fourmi. Mais tout ça, vous imaginez que ça ne s'est pas passé dans un laps de temps d'une session de cours. Ça s'est passé pendant plusieurs années, tellement que la relation entre le champignon et la fourmi, on pense qu'elle date d'il y a 56 à 34 millions d'années, et on pense que la Terre ressemblait à ça. Donc, ça montre à quel point ça fait longtemps. Et pour imaginer encore plus à quel point le champignon ne pourrait pas sauter d'un autre à un autre, de la fourmi à l'humain, du jour au lendemain, on va faire un exercice. Pensez dans votre tête ce que vous pensez. Donc, pas pensez ce que vous pensez, mais répondez dans votre tête. Selon vous, quel animal ici est le plus proche parent de l'humain? Fait que la réponse, c'est le poisson.
Ensuite, parmi les 3 qui restent, eh bien, ce serait l'étoile de mer. Et après ça, ce serait la fourmi, puis l'escargot. Donc ça montre à quel point on est plus proche d'une étoile de mer qu'on l'est des fourmis. Et justement que le champignon est tellement spécialisé à la fourmi, on a un système immunitaire différent, un système nerveux, un cerveau, plein de choses qui sont très, très différentes des fourmis, qui feraient en sorte que justement le champignon, il ne nous connaît pas du tout et il est vraiment spécialisé à la fourmi. Et c'est comme si le champignon, il y avait une clé pour un cadenas, sauf que là, on lui demande qu'avec sa clé, on débarre une porte avec beaucoup plus de cadenas, puis chaque serrure, c'est une clé différente. Fait que tout ça pour dire que ce ne serait pas possible. Donc non, ça, ce ne sera pas vous. Donc la prémisse de The Last of Us, le scénario, il n'est pas possible. De un, parce que la stratégie du champignon ne serait pas de tuer toute sa population haute, parce que sinon, lui, il va mourir lui-même. Et de deux, la coévolution, mais ça, c'est la raison la plus importante parce que ça prend beaucoup de temps pour que la coévolution se fasse et qu'un organisme devienne en fait spécialisé à un autre organisme. Sauf que là, si je vous ai stressé en parlant des zombies, que vous vous êtes dit, peut-être que moi, je pourrais devenir zombie. Non, c'est pas vrai, mais il y a autre chose qui pourrait modifier votre comportement. D'ailleurs, la rage, que vous connaissez sûrement. Il y a la toxoplasmose, qui est une maladie que vous pouvez obtenir des chats. Et donc, si vous avez un chat qui va à l'extérieur, vous devriez être concerné. Et d'ailleurs, il y a 1/3 de la population française qui sont atteints de la toxoplasmose. Et ça augmenterait la rage au volant. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a le microbiote qui n'est pas un parasite. Là, tout le monde, on a des microbes dans notre intestin qui nous aident à digérer, mais il pourrait avoir un mot sur qu'est-ce que vous avez envie de manger. Donc, au final, vos pensées sont-elles entièrement les vôtres? Peut-être pas. Voilà. Merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on a des questions dans la foule? Je rappelle, on a un micro qui se balade pour qu'on vous entende bien. N'hésitez pas à lever le bras. On l'a vu en arrière. On en aura un après en avant, Alexis. Un bras en avant, un bras en arrière. C'est comme des zombies, ça. Kevin? Kevin, je m'en venais. On est rendu à high-tech, on a des micros sans fil. Merci. J'avais l'impression qu'il y avait un stand à un moment donné, mais... Ah, OK. Donc, salut, merci pour la présentation, intéressant et tout. Moi, c'était une question sur la phrase que tu as dite à la fin. Est-ce que c'est une blague ou c'est vrai, la toxoplasmose et la rage au volant? Non, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Un tiers de la population, oui, un tiers de la population l'ont, mais c'est pas un tiers de la population qui a la rage au volant. Et c'est pas. Okay. On parle de rage au volant, mais c'est juste une augmentation de votre côté colérique, genre. Mais OK, d'accord. Ouais. Je savais pas parce que je savais que ça avait une influence sur les souris, que les souris se font manger par les chats. Donc, mais sur les humains, je savais pas. Oui, c'est d'habitude, on parle des chats parce que les chats sont l'hôte transitoire pour la toxoplasmose. Donc oui, c'est les souris, les chats, mais on ne pensait pas qu'ils pouvaient infecter les humains, mais nous, on n'est pas un hôte transitoire. Donc la toxoplasmose n'a pas besoin de passer par nous pour compléter leur cycle, mais on a réalisé que oui, ça pouvait nous infecter, nous. Voilà. Petite question, c'est pas ce qui nous fait aimer les chats encore plus, la toxoplasmose? Non, peut-être Non, pas. c'est pas ça. Il me semblait qu'il y avait un truc qui faisait aimer les chats. On avait une question au milieu là. Oui, les cyclistes aussi causent la rage au volant. Je voulais savoir, y a-t-il des groupes de scientifiques qui ont ciblé, mettons, un champignon, un organisme qui pourrait nous infecter, mais avec la coévolution, comme dans 50 millions d'années, mettons, là? Pas demain, là, dans 50 millions d'années. Il n'y a rien qu'on est comme lui, il est en voie de nous infecter, parce que si c'était ça, puis on pensait que ça allait affecter toute la population humaine, je pense qu'on ferait quelque chose. Fait que non, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut voir arriver, mais ouais, pas de stress. Ça Parfait. Devrait être correct. Parfait, nous sommes sauvés. Ton, Génial. Ton vivant est correct. Tes enfants aussi. On a une question dans le... Si le micro peut s'y rendre? Ouais. Bonjour. Allô? Si on fait un saut avec la présentation qu'on a eue avant, ce serait pas possible de manuellement faire un champignon qui altère les humains? Genre en une décennie, par une force militaire? Si c'est quelque chose que tu veux, peut-être. Mais
tu sais, encore là, les questions de comportement, c'est quelque chose qui est vraiment important, pas juste de créer, tu sais, au niveau de la plante peut-être, mais que le champignon, tu sais, il faut qu'il évolue avec l'organisme hôte pour voir comme les comportements qu'il peut modifier sur l'organisme hôte. Fait que je pense pas qu'on pourrait faire ça en laboratoire. C'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et l'humain, on est intelligent, mais je sais pas si à ce niveau-là, c'est encore, je sais pas si on est rendu là. T'as le temps pour une petite dernière question. Ah, ouais, vas-y. En fait, j'avais juste une question au niveau de le changement de comportement lors du cordyceps attaque la fourmi. Ça ressemble à quoi, en fait? Je suis juste curieux. Le comportement de l'Ophiocordyceps? De la fourmi, admettons. Tu dis que ça change le comportement de la fourmi. Oui, j'ai pas comme beaucoup parlé. Sinon, je t'invite à venir lire mon article parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais dans le fond, le comportement de la fourmi change du sens que, tu sais, d'habitude, les fourmis sont beaucoup en colonie. Les premiers symptômes d'une fourmi infectée par Ophiocordyceps, c'est qu'elle va s'éloigner de sa colonie, de 1. De 2, elle va devenir active 24 heures. Fait qu'au lieu de chercher, c'est les fourmis ouvrières qui quittent le nid. Fait qu'au lieu de chercher la nourriture pendant la journée, elle va commencer à chercher un endroit propice pour le champignon, mais H24. Donc, ça dérègle le cycle de sommeil de la fourmi, puis des comportements comme ça. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à lui parler après. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous partager son article et de répondre à toutes les autres questions.